Bon après-midi à tous. Nous allons donc commencer une nouvelle session cet après-midi dont le titre est Expérience de formation à l'interculture dans la vie consacrée masculine et féminine et dans les mouvements laïques. Nous savons que la vie consacrée est en fait multiculturelle. Or, il s'agit de comprendre si on peut parler, dans ce cas-là aussi, d'un passage plus ou moins graduel de la multiculturalité qui fait partie de la vie consacrée à l'interculturalité établie, affirmée. Donc nous savons que dans certaines congrégations religieuses ou dans certaines sociétés, c'est déjà un fait, c'est-à-dire ce passage a été déjà fait ou est en train d'être fait, alors que dans d'autres congrégations, ce passage n'est pas encore prévu, conçu même. Donc il y a des chemins très différents en ce sens, des parcours très différents. Nous ne pouvons pas, cependant, ne pas constater la dimension internationale de certains instituts, surtout, comme on a remarqué ce matin, ces passages de la multiculturalité à l'interculturalité sont plus évidents dans les congrégations, dans les sociétés, dans les mouvements qui ont des caractéristiques missionnaires ou qui sont nés justement en tant que congrégation missionnaire. Ce matin, nous avons vu quels sont les résultats de cette recherche que nous avons faite depuis 2017 à aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons nous concentrer sur certaines expériences, comme le dit le titre. Mais je vais laisser la parole à nos experts, c'est-à-dire à ceux qui, effectivement, nous racontent ces expériences. Alors, la première intervenante, c'est la sœur Patricia Murray. Elle est irlandaise, elle est membre de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est connu aussi comme les Sœurs de Loreto. Et elle a obtenu un master en éducation au Trinity College de Dublin, en Irlande, un master en théologie et un doctorat en théologie pratique auprès du Catholic Theological Union de Chicago, aux États-Unis. Elle a enseigné dans plusieurs institutions de deuxième ou troisième niveau. Elle a été membre de la commission épiscopale pour la justice et la paix pendant plus de 10 ans. De 1998 à 2006, elle a été membre du conseil général de son institut et en 2009, elle a été nommée premier directeur exécutif du projet Solidarité avec le Soudan du Sud. Une initiative qui a été promue par l'Union internationale des supérieurs générales, UISG, et par l'Union des supérieurs généraux, USG. Depuis 2014, elle est secrétaire exécutif de l'UISG, donc l'Organisation internationale des supérieurs générales, qui donc soutient près de 2000 responsables mondiaux de congrégations de femmes. Au cours des 5 dernières années, la USG a offert aux membres des congrégations religieuses une série d'ateliers, de séminaires sur l'interculturalité et même par Zoom, n'est-ce pas? Et sur les compétences interculturelles, un domaine qui est de plus en plus important, comme vous pouvez l'imaginer, puisque les congrégations religieuses et les contextes du ministère où les consacrés du monde entier œuvrent sont de plus en plus multiculturels. Alors, nous laissons la parole à sœur Patricia. Alors, comme tous les autres intervenants, à 15 minutes, donc vous avez 15 minutes et puis
Vous aurez 5 minutes au deuxième tour de parole. Je vous prie de parler lentement pour permettre une bonne traduction. Et voilà. À vous la parole, sœur Patricia. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais. Et j'ai une présentation PowerPoint. J'espère qu'on l'a bien téléchargée. Je vais vous parler de la formation de l'interculturalité pour les responsables et les formateurs. Et bien sûr, je vais considérer les défis et les meilleures pratiques dans le contexte de la vie religieuse des femmes féminines. C'est intéressant de voir qu'on parle d'une diversité humaine qui fleurit. Et cela est valable aussi pour les religieux, alors que d'autres parlent d'une vérité déconcertante des cultures. Alors la sœur Mary Chin des États-Unis parle de labyrinthe des cultures dans la vie religieuse. Le document récent à Nouveau Vin Outre Nouvelle, eh bien, dans ce document, il est dit que de nombreuses congrégations religieuses sont passées de contextes presque entièrement monoculturels au multiculturalisme. Or, ce n'est pas parce que les sœurs vivent dans des contextes multiculturels qu'elles peuvent devenir interculturelles et gérer donc l'interculturel. En effet, plusieurs défis se présentent pour arriver à vivre de manière interculturelle, mais on peut apprendre des bonnes pratiques. Alors, ce qu'il faut, c'est de l'étude, de la réflexion et du temps, de bonnes conversations, des conversations honnêtes, de l'expérience pour comprendre la culture et les dynamiques interculturelles. Cela devrait faire partie de la formation initiale et continue de toute congrégation religieuse. L'étude de la culture, c'est en quelque sorte comme si on pelait un oignon. La culture a été comparée à l'air que nous respirons. On ne la remarque que quand elle nous manque. Donc c'est l'ensemble des normes selon lesquelles les choses sont gérées ou simplement sont dans une société, dans un pays ou dans une organisation particulière, dont les membres adhèrent à des comportements, des attitudes, etc. Donc l'aspect culturel est très important dans l'identité d'une personne. En effet, pour respecter la culture d'une autre personne, il faut affirmer l'identité de cette personne et reconnaître sa dignité. À l'UISG, nous avons vu, aussi bien au niveau global que local, qu'il faut avoir des formatrices ou formateurs qui connaissent les dynamiques de la culture. Et l'appel à devenir interculturel c'est donc témoigner de la vie prophétique, de la vie religieuse, de la vie consacrée. Parfois, dans les communautés, on entend des informations genre cela, ça ne s'applique pas à notre province. En fait, nous avons beaucoup ignoré les sous-cultures locales et souvent, on ignore aussi les différences d'âge. Et parfois aussi, on a caché la différence au lieu de la mettre en valeur. Alors, récemment, on a vu que des audits, entre guillemets, culturels ont été menés afin de voir jusqu'à quel point, dans quelle mesure les sœurs se sentent respectées dans leur identité culturelle. Donc c'est une enquête qui a été faite. Dans ce type d'exercice, les sœurs répondent de façon anonyme à un questionnaire qui leur donne la possibilité de partager d'une manière honnête, sincère, leurs expériences dans un lieu sûr. Et voici quelques réponses que nous avons reçues.
Alors j'ai l'impression d'avoir goûté à un banquet riche de la communauté globale et je ne serai plus la même. Une autre sœur a dit, eh bien c'était une opportunité de transformation personnelle. Pour une autre, c'était le défi de devenir un apprenant et d'être guidé comme un enfant. Une autre a remarqué qu'il y a une tendance à stéréotyper les autres, alors qu'une sœur issue d'une famille d'immigrés a dit, alors que la plupart de la communauté est chaleureuse, est accueillante, il y a certains membres de cette communauté qui ne m'acceptent pas facilement à cause de ma façon de parler anglais ou de ma culture. Je m'efforce de parler comme eux, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Une sœur qui vit dans une communauté essentiellement blanche a affirmé: quand les autres disent que je ne vois pas la couleur de la peau, même si la remarque est bien intentionnée, je ne la trouve pas utile, car la couleur est une partie essentielle de ce que je suis. Et une autre sœur a déclaré: il est difficile de vivre dans une communauté intertribale et interraciale. On ne peut pas en identifier le contenu tant qu'on n'a pas on n'a pas goûté, disons, à ce contenu. Et puis d'autres membres ont parlé de leurs expériences, mais aussi de la douleur qui a été provoquée par les préjugés, manifestes ou cachés, des généralisations, des remarques blessantes, des malentendus réciproques. Et puis il y a aussi l'écart générationnel, le racisme. Souvent, il s'agit de situations qui ont lieu dans la vie en communauté, mais qui ne sont pas, affrontées de manière directe. Une sœur a dit: quand nous sommes en présence de membres de l'autre culture, nous mettons l'accent sur le positif. Mais lorsque nous sommes avec ceux de notre propre culture, ce sont tous les aspects négatifs de l'autre culture qui ressortent. Un missiologue, Aylward Shorter, nous invite à commencer notre apprentissage interculturel en croyant d'abord au caractère positif des autres cultures et en nourrissant ensuite activement le désir d'être enrichi par celle-ci. Et il ajoute: nous devons accueillir ceux qui appartiennent à d'autres cultures et leur accorder notre confiance sans réserve. Il s'agit d'un apprentissage intentionnel. Les formateurs, les responsables et les membres des congrégations doivent être préparés à apprendre non seulement la langue parlée de l'autre, mais aussi à connaître les différents signes et symboles culturels qui transmettent le sens. Nous savons tous que un hochement de tête ne signifie pas la même chose dans toutes les cultures, et le silence aussi, à différents niveaux de signification. D'après mon expérience, beaucoup de malentendus naissent dans les communautés multiculturelles en raison d'un manque de connaissances de base pour comprendre et interpréter la communication ou le comportement d'une personne d'une autre culture. La connaissance culturelle implique donc la compréhension des normes et des règles de communication d'autres cultures, de sorte que le comportement des personnes d'une autre culture puisse être interprété avec précision. Diverses études indiquent que la sensibilisation culturelle se fait le plus souvent par tâtonnement et que les connaissances inexactes glanées peuvent souvent avoir des résultats négatifs. Il existe différents cadres que les anthropologues culturels ont élaborés, ainsi que des spécialistes de l'interculturel. Et ces cadres nous aident à comprendre la culture et la dynamique culturelle. Je vais vous en présenter un, très rapidement. Alors, voilà, c'est le type de connaissances que nous devons avoir dans nos communautés. Alors d'abord, comprendre le contexte et la culture. Les cultures à haut contexte
élevé ou bas. Puis, les cultures du moi et du nous. Puis le rôle de la hiérarchie, le pouvoir tel qu'il est distribué au sein de la culture. Et puis les cultures, comment gèrent-elles l'incertitude? Puis la différence entre faire ou être. Il y a des cultures masculines, qui ont des traits plutôt masculins ou plutôt féminins. Et puis la question du temps, comment gérer le temps. Nous devons savoir qu'il y a aussi des cultures d'apprentissage différents. Ceux qui se sont spécialisés dans ces domaines savent qu'il y a, depuis Vatican II, différents aspects qui sont mis en évidence dans ces programmes de formation. Devenir une personne interculturelle veut dire avoir une intention. Avoir l'intention d'aller au-delà et d'aller vers les autres cultures pour se laisser transformer. Deux écrivains, deux auteurs qui, à mon avis, ont beaucoup à nous dire, Anthony Giddens, d'abord, parle de la vie interculturelle comme un engagement théologique fondé sur la foi. Alors, il ne s'agit pas seulement de vivre côte à côte, sous le même toit que les autres. Cela exige aussi une transformation ou une conversion de toutes les personnes impliquées. Ce n'est pas facile. Et en effet, il faut avoir plusieurs dons. La bienveillance, la diplomatie, le compromis, le respect mutuel. Alors, je voudrais aussi mentionner Anthony Pernia, qui est l'ancien supérieur général des SVD, des verbistes, et qui parle d'interculturalité, qui encourage et promeut les personnes de cultures différentes à interagir les unes avec les autres et donc à s'enrichir et se transformer mutuellement. Donc nous sommes transformés non seulement au niveau individuel, mais aussi en tant que communauté, la communauté dans son ensemble. Pernia parle aussi identifie trois caractéristiques d'une véritable communauté interculturelle. Premièrement, la reconnaissance des autres cultures, notamment en permettant aux cultures minoritaires d'être visibles dans la communauté, même s'il n'y a qu'une personne qui vient d'une culture minoritaire. Deuxième point, le respect de la différence culturelle, c'est-à-dire éviter toute tentative d'absorber les cultures minoritaires dans les cultures majoritaires. Et c'est à mon avis un défi particulièrement important pour la vie religieuse. On s'attend à ce que ceux qui viennent de cultures minoritaires soient assimilés par les cultures dominantes. Troisième point, donc la promotion d'une interaction saine entre les cultures. Donc il faut essayer de créer un climat où chaque culture se laisse transformer ou enrichir par l'autre. Autrement dit, nous ne restons pas les mêmes, nous ne cessons d'apprendre, notre identité culturelle change sans cesse. Je voudrais dire quelques mots aussi à propos de la spiritualité qui accompagne ce parcours vers l'interculturel. Le théologien asiatique Peter Phan parle de l'état de marginalité. D'après Peter Phan, la marginalité est un état qui fait que nous pouvons vivre entre ce qu'il appelle le betwixt and between. Donc, dans l'entre-deux, disons. C'est une expérience que nous pouvons faire quand nous sommes vivons une expérience dans une culture qui ne nous appartient pas, mais aussi quand on vit dans ce qu'on appelle les périphéries, ou pensons à l'expérience des immigrés dans le monde contemporain. Les Saintes Écritures nous fournissent plusieurs exemples de personnes qui ont vécu d'une manière interculturelle. Ce sont des icônes de l'interculturalité. Et cela vaut la peine de relire leurs récits, leur histoire. Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais nous avons Abraham et Sarah,
Abraham se voyait comme un guerre, c'est-à-dire un étranger, et il n'a jamais cessé de se voir comme un étranger dans une terre de promise, pardon. Où c'est l'histoire de Ruth et Naomi. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et enfin, l'exemple de Jésus. La personne est marginalisée, qui, lui qui est en Dieu, s'est dépouillé pour assumer la forme d'esclave et devenir comme nous. C'est donc le chemin que nous devons suivre. Alors je voudrais conclure parce que je sais que mon temps est fini. Alors je voudrais dire que au cours de ces années à l'USG, nous avons offert des cours de formation à l'interculturalité avec la congrégation des Verbites, les Sœurs de l'Esprit Saint, et nous avons formé des groupes de 4 ou 5 personnes, et ces mêmes groupes donc été formés. Donc nous avons 120 congrégations qui ont été formées. Alors le contenu du programme comprend les éléments que j'ai décrits dans ce document. Alors pour devenir interculturel, il faut entreprendre un parcours dans la foi, pour devenir une personne qui respecte toutes les cultures, une personne qui peut apprécier la différence et qui est finalement capable de évoluer dans des mondes différents et d'être transformé par eux. Je voudrais conclure par cette citation de John O'Donoghue, qui est un poète irlandais et qui a dit « Nos amis, autrefois, étaient des étrangers. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ils sont venus de loin dans nos vies, dans notre vie. Leur arrivée semblait tellement accidentelle et contingente, alors qu'aujourd'hui, notre vie est inimaginable sans eux. » Merci. Grazie Sor Patrizia per essere rimasta nei tempi. Merci Patricia d'avoir respecté le temps. Alors ce qui m'a frappé de ce que tu nous as dit, Sœur Patricia, c'est que alors ce matin, il y a un mot qui était récurrent dans les analyses qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire transformation. Alors gardons en nous ce mot et je vais maintenant passer la parole à Peter Clavenard. Il est originaire du Ghana. Il a fait ses études de philosophie dans son pays pour ensuite compléter ses études de théologie auprès du Collège de la Société du Verbe divin au Saint-Augustin en Allemagne. Toujours en Allemagne, et il a obtenu le master en Supervision and Counseling à Bielefeld et le doctorat en psychologie pastorale au Collège des Jésuites Saint-Georgen à Francfort en Allemagne, avec une thèse sur Intercultural Living in a Religious Congregation. Depuis 2018, il est coordinateur pour la formation de la Société du Verbe divin et pour les nouveaux missionnaires verbites en Allemagne. Coordinateur de l'Overseas Training Program et vice-provincial en Allemagne. Il travaille avec plusieurs congrégations sur la question de l'interculturalité. Alors, je lui laisse la parole. Vous avez aussi 15 minutes. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier moi aussi le professeur Pandolf et tous ceux qui ont organisé ce congrès. Je vous remercie pour l'invitation qui m'a été faite. J'espère que voilà, ça va marcher ma présentation. Malheureusement, mon italien n'est pas très bon, alors je vais faire ma présentation en anglais. Oui, vous avez dû le remarquer. Alors, le besoin de formation
le besoin que la formation passe de la multiculturalité à l'interculturalité. L'interculturalité est souvent associée au terme de multiculturalisme et de transculturalisme ou transculturalité. Or, ces termes sont parfois confondus entre eux. Il est donc nécessaire de comprendre et de différencier ces deux termes. Même si ces trois termes sont basés sur la culture et décrivent des formes de coexistence sociale, en fait, ils diffèrent l'un de l'autre. Le multiculturalisme se distingue clairement de l'interculturalité et de la transculturalité, alors que les définitions de l'interculturalité et de la transculturalité ne sont pas nécessairement distinctes. Elles se chevauchent en quelque sorte. Alors, commençons par la multiculturalité. Elle décrit des formes de coexistence sociale, donc à vivre ensemble, de groupes nationaux et culturels. La diversité culturelle au sein des différents groupes nationaux est reconnue. Les différents groupes sont considérés comme des groupes indépendants ayant des droits égaux au sein de la société. L'assimilation n'est pas recherchée. Le modèle d'une société multiculturelle décrit principalement les phénomènes du fait de vivre, de cohabiter ou de vivre les uns à côté des autres. Lorsqu'on parle de multiculturalisme, l'accent est mis sur le fait de vivre ensemble, justement. Par conséquent, on s'efforce de faire preuve de tolérance, de compréhension, d'acceptation et d'éviter les conflits entre les différents groupes culturels. Les approches multiculturelles soutiennent le désir de diversité culturelle et tentent de créer une compréhension entre les différents groupes culturels. Donc il n'y a pas un effort, une recherche d'unité. Les groupes culturels se rencontrent avec tolérance et respect, mais sans entrer dans un processus d'interaction ou d'échange. Il est nécessaire de passer du multiculturalisme à l'interculturalité dans la formation à la vie consacrée. En effet, une approche ou un concept multiculturel constitue la base d'un vivre ensemble sans conflit dans les sociétés multiculturelles. Mais, à mon avis, cela ne convient pas à la formation de la vie consacrée, car les phénomènes de mélange et d'échange de cultures et d'idées ne sont pas des thèmes qui relèvent du multiculturalisme. Cependant, ces phénomènes ont une place centrale dans la formation de la vie consacrée, où les membres ont des origines culturelles différentes. Et ce, parce que la vie consacrée est synonyme concerne, si vous voulez, la convivialité et non pas le fait de vivre ensemble. Or, qu'est-ce que l'interculturalité? L'interculturalité se réfère, entre autres, aux rencontres, aux échanges entre les cultures. C'est ce qu'elle désigne, tout en préservant sa propre identité. Chacun garde sa propre identité culturelle. L'interculturalité perçoit et apprécie la diversité culturelle des personnes. L'interculturalité reconnaît que les personnes sont égales à bien des égards. Et elle s'efforce donc de surmonter les attitudes racistes, sexistes ou autres attitudes inhumaines. L'interculturalité révèle à quel point les personnes et les cultures s'influencent mutuellement et nous met au défi
de remettre en question de manière critique nos propres modes de vie et de culture. L'interculturalité considère chaque personne comme un être distinct ayant sa propre dignité. L'interculturalité va au-delà des frontières des cultures et accorde ainsi une attention particulière aux différentes formations culturelles au sein d'une même culture. Oui. Bayram le formule ainsi. L'interculturalisme implique une capacité consciente de médiation entre deux ou plusieurs cultures, en observant les similitudes et les conflits, de générer une relation entre soi et les autres et d'accepter le rôle de médiateur. Le terme inter dans le mot interculturalité fait référence à une forme particulière de relation et d'interaction qui, au niveau des phénomènes de groupe, symbolise le développement d'une nouvelle culture. Et enfin, l'interculturalité ouvre de nouvelles possibilités de perception en prêtant attention à l'espace entre les cultures. La fondation d'une nouvelle culture devrait être possible dans cet espace entre les cultures. Personnellement, je l'appelle la troisième culture. Il ne s'agit pas seulement de différences et de similitudes, mais surtout de superposition, de dépendance mutuelle et de pénétration mutuelle des frontières et des contacts. Et c'est bien ce que l'on attend de la formation interculturelle dans la vie consacrée. Interagir avec les différentes cultures, apprendre des différentes cultures, être prêt à remettre en question sa propre culture de manière critique, être à même de considérer sa propre culture non pas comme la culture ultime ou la meilleure, mais de la percevoir comme l'une des nombreuses cultures qui existent. Être prêt à renoncer à certains éléments de sa propre culture, être prêt à apprendre quelque chose d'une autre culture ou d'autres cultures au pluriel, être capable d'accepter la diversité des cultures. À cet égard, Thomas d'Aquin a dit dans sa célèbre Somme théologique « Dieu aime et bénit la diversité parce qu'elle fait partie de sa création ». La transculturalité. Et pourquoi est-ce que j'en parle? La transculturalité, en tant que telle, signifie que la rencontre entre deux cultures différentes peut conduire à un brouillage des frontières, voire à leur suppression. Même si j'ai souligné au début de ma présentation que l'interculturalité et la transculturalité ne peuvent être clairement séparées, il existe toujours une différence importante entre ces deux termes. Dans le cas de l'interculturalité, on insiste davantage sur la relation entre deux positions et perspectives différentes. Tandis que dans le cas de la transculturalité, on met davantage l'accent sur ce qui est commun, à la fois sur les similitudes qui existent au-delà des différences culturelles, que sur les similitudes qui résultent de l'interaction interculturelle. La transculturalité met l'accent sur les similitudes entre les cultures et la distinction entre ce qui relève de sa propre culture et ce qui relève d'une culture étrangère n'est souvent plus possible ou à peine possible.
Bien que la transculturalité puisse être considérée comme un concept qui essaye de saisir une forme sociale transitoire de coexistence, qui peut fournir des suggestions précieuses pour façonner la coexistence sociale, et en tant que telle la formation consacrée, l'interculturalité s'inscrit mieux dans la formation de la vie consacrée, car pour traiter les personnes de manière équitable, il peut être nécessaire de faire des différences. La nécessité de l'interculturalité dans la formation de la vie consacrée. L'interculturalité signifie plus que le multiculturalisme dans le sens d'une diversité culturelle. Cette distinction a une grande importance dans la formation des personnes dans le cadre de la vie consacrée ayant des origines culturelles différentes, car elles ne doivent pas perdre leur propre culture et identité, mais les apporter, les offrir comme un enrichissement à la communauté. En résumé, la multiculturalité met l'accent sur la cohabitation. La transculturalité met l'accent sur ce qui est commun aux différentes cultures, et l'interculturalité est globale car elle fait attention à la fois elle tient compte à la fois des similitudes et des différences des différentes cultures. Par conséquent, bien que la multiculturalité et la transculturalité soient de bonnes bases pour vivre ensemble, il est important dans la formation de la vie consacrée de choisir l'interculturalité. En effet, ce sont les différences culturelles qui deviennent un défi et un enrichissement pour vivre ensemble. C'est un défi que de garder l'unicité des différentes cultures dans une communauté et en même temps de trouver une manière commune de vivre ensemble. Pour ce faire, il est important de garder à l'esprit les points suivants. La formation interculturelle est une opportunité, mais elle reste un défi qui demande de la détermination. Il ne faut pas négliger la culture locale, mais y prêter attention, car l'interculturalité n'existe pas en vase clos. Il devrait être clair pour tous les formateurs et les formés que la formation interculturelle est un processus qui exige des efforts, et de la part des formateurs et des formés locaux que des étrangers. Il est important de s'assurer que les défis associés à la formation interculturelle ne sont pas laissés de côté, mais sont discutés. Il est important de traiter les autres personnes et les autres cultures, ainsi que l'autre sexe, avec respect. Il est bon de respecter les autres personnes et les autres cultures, car comme l'a dit Henry Ford, le secret de la réussite est de comprendre le point de vue de l'autre. La capacité à remettre en question ses propres valeurs. Comme Hofstein dit, l'incapacité de mettre en question les pratiques et les valeurs culturelles crée un potentiel de conflit quand les membres de cultures différentes se trouvent obligés à vivre et se mettre d'accord entre eux. Dans la formation interculturelle, il faudrait pouvoir reformuler le message de la lettre aux Galates de Saint Paul. Au lieu de la phrase « Il n'y a plus de juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni femmes, ni hommes », parce que vous êtes tous un en Christ Jésus. Oui, ça va? Vous entendez? Vous entendez là, si je parle? Ok, vai tu. Prova tu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, d'accord. Voilà, ceci est important, non pas
dans le sens où l'individu perd son identité, mais dans le sens où la vie commune est possible malgré les différentes cultures. Merci beaucoup de votre attention. Ecco, ringraziamo veramente di cuore e intanto Nous vous remercions de tout cœur. Nous avons perdu les diapositives à un moment donné, non pas dans la salle, mais sur nos écrans. Donc, peut-être que ceux qui nous suivent via Zoom n'ont pas pu regarder les diapositives. Je donne la parole à Cristina Montoya, colombienne, donc diplômée à l'Université pontificale bolivienne en communication avec l'Université javérienne de Bogota. Après le doctorat en communication auprès de l'Université pontificale salésienne de Rome, elle enseigne à l'Institut universitaire Sophia. Et en particulier l'introduction dynamique du dialogue interculturel et communication et interculture. Depuis des années, elle met en pratique concrétise des projets de communication pour le changement social et le développement, en coordonnant des laboratoires de culture, de la participation et de citoyenneté active, ainsi que de création et exécution de projets éducatifs formels et informels. Elle a été visiting professor auprès de l'Université pontificale bolivarienne de Medellín en Colombie et après l'Institut d'études ecclésiastiques de La Habana, Cuba. Nous sommes heureux de vous donner la parole. Je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous cet après-midi. Ceux qui sont ici en présence et ceux qui nous suivent à partir d'autres pays. J'ai eu la joie également de beaucoup apprendre grâce également à la recherche qui a été présentée. Dans le panorama donc esquissé par les interventions, les conférences que nous avons pu écouter, je voudrais introduire une pièce en me concentrant sur ce qui se passe à l'intérieur de nouvelles réalités charismatiques et prophétiques, comme les mouvements donc ecclésiaux et laïques, en sachant combien ces réalités sont différentes entre elles, en particulier le mouvement. E potrei dire subito che le mouvement des focolari. Le mouvement des focolari pourrait être décrit comme étant un projet pédagogique global avec un noyau dur, apprendre à vivre ensemble. Plus spécifiquement, je me pencherai sur sa jeune université, l'Institut universitaire Sophia, près de Florence. L'Institut universitaire Sophia, né en 2008, et collecte d'une part le patrimoine d'expériences de formation du mouvement et de l'autre le travail des différentes écoles de pensée dans le domaine de l'économie, de la politique et de la théologie. On veut donc offrir un parcours de formation qui puisse conjuguer la pensée et la vie et qui puisse amener à rencontrer la sagesse. La nature même de la première offre académique nous fait penser, il s'agit d'un diplôme magistral en culture de l'unité. Donc il s'agit d'une communauté académique multiculturelle et on pourrait dire qu'on en est donc au tout début d'une écologie éducative à la formation
à l'interculturalité, à même de susciter et cultiver donc des formes mentales interculturelles. Ce que je vais vous dire se relie également à l'expérience d'un certain nombre d'étudiants, 5 étudiants, donc c'est leur voix pratiquement que vous allez écouter. Au fur et à mesure, je vais mettre en évidence des points forts qui ressortent du patrimoine spirituel du mouvement et qui peuvent nous offrir des clés utiles pour se former à l'interculture dans l'éducation catholique supérieure. Je peux mettre tout ceci en liaison avec des termes que vous connaissez déjà, que nous avons déjà beaucoup utilisés ces jours-ci. Identité, métacommunication, reconnaissance et horizon partagé. Donc je vais commencer par 4 tableaux. Je vais les appeler tableaux pour ensuite me concentrer sur quelques grands défis. Alors le premier tableau, ça va être la surprise. Cela se réfère à l'identité. Donc la question qu'on se pose sur sa propre identité est urgente dans l'expérience souvent douloureuse de l'altérité. Lorsque on découvre un autre autour de soi, quelqu'un qui s'exprime de manière difficile à comprendre, quelqu'un qui agit de manière différente, qui raconte une histoire du monde, qui débute par d'autres mots, d'autres phrases, qui attribuent la priorité à d'autres noms, d'autres personnages. Et quand il y a quelqu'un qui remet nos certitudes en question. La première expérience est donc l'expérience de la surprise. L'université Sophia, c'est quelque chose que l'on expérimente dès tout de suite et dans la vie des résidences internationales et pendant les cours. À la fin du parcours, Anton, qui vient du Burundi, raconte: lors de ma première année, au cours de communication interculturelle, le professeur a demandé à une étudiante hongroise si elle s'identifiait davantage à la Hongrie ou à l'Europe. Sans hésiter, elle a répondu « Je me sens davantage européenne que hongroise ». Cette réponse m'a secouée. Le concept d'identité dans ma tête a toujours été quelque chose qui traduisait en concept justement quelque chose qui était très proche de moi, une famille, un pays, une culture. L'Europe me paraissait être un continent énorme, alors que pour ma collègue étudiante, c'était quelque chose de très proche et qui donc prenait l'habit même de son identité. Donc c'est quelque chose qui a transformé la vie de Anton et il a commencé à travailler pour l'intégration africaine. Il a tout de suite commencé à travailler avec un réseau de jeunes pour comprendre comment il est possible de créer donc ce même sentiment en Afrique. On est toujours donc dans ce cadre de surprise. Et là, le noyau de l'éducation réside dans le fait de mettre la relation au centre, en sachant que des opérations cognitives sont nécessaires, des opérations symboliques, d'évaluation de type relationnel, à même d'instaurer un circuit de dons réciproques. Dès les premiers jours à l'Institut, on fait à tous une proposition qui marque donc le pacte éducatif et que l'on peut résumer par ces mots de Chiara Lubich. J'ai ressenti que j'ai été créée comme un don pour toi et toi, tu as été créée comme un don d'amour pour moi. Cela signifie s'ouvrir à une relation positive de reconnaissance réciproque et d'estime.
favorisée dans ce cas par des lieux de rencontre et d'écoute. Donc l'identité dans ce cas est une réalité dynamique. Si on pouvait donc exprimer cette relation, on ne dirait pas tellement « je suis parce que tu es », mais « je suis pour que tu sois ». Tel est donc le noyau de base de notre relation, un engagement réciproque de co-responsabilité et d'estime. Voilà quel est, à mon avis, le premier point fort que nous avons trouvé dans notre parcours. Ce n'est pas quelque chose de banal et immédiat, c'est quelque chose qui est soutenu par un espace de partage. C'est ainsi qu'on l'appelle alors 2 fois par semaine la communauté académique, le personnel, les étudiants, les professeurs. On se rassemble sur la base d'une indication initiale. Il peut s'agir d'un passage de la Bible ou d'autres textes de différentes cultures. Et on prend le courage de faire entendre sa voix. De cette manière, dans le cadre de notre relation, on a la possibilité de créer une rupture des différentes asymétries, au moins quelques-unes, et on peut faire l'expérience joyeuse de la réciprocité dans la diversité. Là, j'ai à partager avec vous les mots d'une étudiante musulmane yéménite mariée qui vient d'obtenir son doctorat en pédagogie et qui nous dit « L'aspect le plus important pour moi, ça a été la réciprocité avec les étudiants et les professeurs. Étant de religion islamique, j'ai pu donner mon apport par le biais de la rencontre et du partage. Un apport qui a été tout de suite ressenti comme positif, tout comme cela a été positif pour moi d'écouter les autres, leurs pensées, leurs expériences dans une optique de respect réciproque. Troisième tableau, reconnaissance. J'ai voulu l'appeler « se laisser traverser par la demande de l'autre ». Il s'agit d'exercer donc cette capacité de se décentrer qui implique un investissement sérieux dans le secteur de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres, sans pour cela se perdre, mais en restant en contact avec soi-même, avec la asymétrie intérieure et extérieure et l'acceptation positive inconditionnelle de soi-même et de l'autre. À ce propos, j'ai ici la voix d'une étudiante australienne. Elle raconte qu'il s'est agi d'une rencontre sur la formation de communautés humaines dans le monde numérique. Alors que le professeur américain a souligné les dernières frontières de l'intelligence artificielle et s'interrogeait sur le poids de la technique dans le cadre de l'individualisation, la sécurité informatique, la confidentialité. Il y a eu des étudiants du Madagascar qui ont introduit à mi-voix des questions qui ne paraissaient pas surgir par hasard et qui ont suscité un certain malaise. Où sont les pauvres, les rejetés dans ce grand tableau de la révolution numérique? Caroline, étudiante en sociologie et médias, s'est laissée traverser par cette question, par cette rencontre, cette écoute réciproque. Et elle en a fait son sujet de thèse en études politiques, la reconnaissance dans le monde digital. Donc non seulement la reconnaissance en tant qu'objet d'étude, mais plutôt la reconnaissance comme expérience vitale qui consiste à ouvrir notre regard
et recevoir de la réalité par le biais de l'autre qui est différent et qui est porteur d'un autre contexte. Pour elle aussi, cela est devenu un défi de connaissance et d'existence. Donc, ouverture à de nouvelles questions et donc au dialogue. Voilà un des éléments de la formation interculturelle. Promouvoir une relation qui rende possible un regard plus complet, plus complexe sur la réalité. Favoriser, comme l'indique Martha Nussbaum, le développement d'une rationalité qui nous permette de lire le rôle de sa propre pays dans l'histoire, qui implique une meilleure connaissance de nous-mêmes, une capacité critique et autocritique. On peut ainsi faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu dans nos pratiques culturelles. Le dernier tableau, l'horizon partagé. La proposition est d'aller chercher donc la sagesse. Un élément dans l'éducation à l'interculturalité, c'est justement la recherche partagée d'un horizon commun qui devrait ressortir à partir de l'entrecroisement entre la pensée et la vie, la réflexion et la concrétisation, pour nous amener vers une vie qui nous éclaire. Et pour utiliser les mots, pour citer le jeune théologien argentin Selvigno, de la forme à une connaissance qui dérive de la participation au fondement ultime de la réalité. Donc c'est cette troisième culture constituée par cet horizon de sagesse. Là aussi, je cite le représentant des étudiants dans ce cas qui disait « L'entrecroisement entre la pensée et la vie nous amène à nous rendre compte du fait que nous participons à un projet qui est plus grand que nous, qui va au-delà de notre manière limitée de voir le monde. Nous apprenons surtout à considérer les relations qui existaient avant nous et à les considérer aussi comme un horizon à retrouver dans le tout, dans le fait de regarder l'autre, dans la société, dans la vie de tous les jours. » Je passe maintenant donc au point critique. Si nous affirmons avec Gardner que l'éducation interculturelle vise à la promotion de toutes les intelligences de tous les étudiants en classe et de toutes les formes d'intelligence, corporelle, musicale, sociale, interpersonnelle, émotionnelle, transcendante, esthétique, nous ne pouvons pas nous passer de reconnaître que nos universités se naissent au sein d'une matrice culturelle européenne, occidentale, moderne, bien cadrée dans un certain type de rationalité, de verbe, d'écriture, de transmission, centrée sur l'individu, et donc il est encore difficile de comprendre l'homme qui est centré sur la communauté, l'homme et la femme symboliques, ceux de la pensée en spirale et de l'intelligence émotionnelle, ceux qui, pour s'exprimer, utilisent des images, des larmes, des chants. Et donc, à mon avis, des processus de formation sont nécessaires, ainsi que de nouvelles pratiques et de nouveaux langages qui est une caractéristique transversale par rapport à la didactique, qui tiennent compte des procédés, des processus et non seulement des résultats, et qui mettent en évidence la connexion entre les concepts et la vie dans la société. Cela peut être favorisé, facilité si dans le cadre des professeurs, du personnel, la dimension multiculturelle est plus présente, et surtout si on s'efforce à promouvoir cette réflexion qui rend possible l'approfondissement de cette dimension, et encore plus si cela devient une priorité stratégique pour nos universités. On peut penser que l'université est un lieu privilégié pour la formation de l'interculturalité. Et je termine en citant cet étudiant. La vie
et la pensée nous amènent à déconstruire des constructions inutiles que chacun de nous porte en lui en tant qu'expérience personnelle de vie, manière de penser et conditionnement culturel. Ce sont des choses qui pèsent lourd parfois, qui nous entravent jusqu'au moment où elles sont transformées par la rencontre. Merci. Allora, grazie. Merci. Merci donc à nos intervenants. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour les interventions en présence ou en ligne. En effet, le professeur Pandolfi et le Enrica, oui, Ottone, oui, veulent nous proposer un exercice pratique concret. Alors, nous allons leur laisser la place. Donc, merci d'être intervenus. Et voilà. Allora sì, ancora... Oui. Alors, bonjour une fois de plus à vous tous et à ceux qui viennent de se connecter, à ceux pour qui c'est le matin. Bonjour, il y a plus de 400 personnes qui sont connectées. Beaucoup viennent donc d'Amérique, donc c'est le matin. Alors, donc bon après-midi et bonsoir pour ceux qui sont en Asie. Alors, nous remercions pour ces contributions. Les trois intervenants ont fait une réflexion qui se basait sur une expérience et sur des bonnes pratiques, avec des lumières, des ombres, des contradictions et des efforts qui ont été déployés pour faire avancer leur projet. Alors maintenant, nous vous proposons un atelier, disons, pour ceux qui sont en ligne. Eh bien, il y aura une proposition. Donc, nous allons maintenant faire cela. Ceux qui sont en présence pourront profiter de Enrica Ottone qui va se déplacer dans la salle qui est à côté et qui, en italien, avec les personnes présentes, tiendra un petit atelier avec des dynamiques que nous avons appris aujourd'hui et qui font partie de notre recherche et formation. Alors j'invite toutes les personnes qui sont ici et qui le souhaitent d'aller dans la salle numéro 1, si je ne m'abuse. Ah non, il se corrige. C'est la salle numéro 3 qui est juste là. Ceux qui restent ici et ceux qui sont en ligne pourront interagir avec Tim Norton, que je vais vous présenter, missionnaire de la Société du Verbe divin, qui a une très longue expérience dans la formation à l'interculturalité avec les congrégations religieuses. Alors j'invite Tim Norton à venir ici. C'est difficile de présenter Tim Norton parce qu'il a un passé très intéressant. Alors c'est un Australien de Sydney. Il a commencé son expérience et sa formation en tant que psychothérapeute. Donc, il s'est occupé du bien-être psychophysique de la personne et surtout des personnes marquées par la souffrance ou par l'handicap, aussi au niveau individuel que de les groupes. Puis il a commencé son expérience en tant que religieux verbite et il a voyagé partout dans le monde. Il est allé en effet dans les banlieues de Mexico, il a traversé donc l'océan Pacifique et il est allé de l'autre côté par rapport à Christophe Colomb pour servir des communautés marginalisées de Mexico. Et c'est là qu'il s'est rendu compte de la complexité, de la multiculturalité et des différences donc, de culture des formés, des formateurs et des communautés. Et il est devenu en quelque sorte un spécialiste de l'accompagnement des communautés, surtout les communautés de vie consacrée, pour participer à cette dynamique. Donc,
Alors, comme signe d'espérance, je voudrais indiquer qu'il a été nommé évêque auxiliaire à Brisbane, en Australie, qui est un petit diocèse, c'est un des diocèses les plus petits d'Australie et qui est grand comme l'Irlande tout entière, avec 3 millions d'habitants, donc un peu moins que l'Irlande. Voilà, c'est ça l'Australie. Ce grand continent, cette île qui est en fait un continent. Et là aussi, il y a donc des populations aborigènes, on les appelle comme ça, justement ces populations-là. Donc des populations qui étaient là avant la présence, l'arrivée anglaise. Et puis il y a aussi beaucoup d'immigrés italiens entre autres, asiatiques. J'ai un oncle, le frère de mon grand-père qui était parti justement à Sydney. En fait, l'Australie vit aussi une réalité de melting pot qu'il faut gérer. Alors, nous allons faire cet atelier en ligne et avec les personnes présentes. Ça ne va pas être facile. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a décidé de partir avec... voilà, ceux qui veulent suivre le professeur Ottone. Oui, alors on ne peut pas traduire parce qu'il fait un jeu de mots. Il dit c'est spontané et en même temps il dit spintané parce qu'en italien spinta c'est poussé. Donc voilà. Alors, je vais laisser la parole à Tim Norton. Alors, nous ne pouvons pas ouvrir le canal Zoom pour les interventions, mais vous pouvez écrire sur le chat ce que vous écrivez. Donc, on peut interagir avec ce que vous écrirez sur le chat. Je laisse la parole à Tim Norton. Bonjour à tous. Comme il a été dit dans l'introduction, je viens d'Australie. Et comme tous les gens, j'ai un accent. Comme tout le monde, j'ai un accent. Alors, mais disons que mon accent australien est devenu maintenant un accent international. Alors, j'espère que vous pourrez comprendre mon anglais et surtout, j'espère que, voilà, les présentations, ça va marcher. Voilà, parce que je voudrais vous montrer des photos. Voilà, pour que tout le monde puisse les voir. Aujourd'hui, en venant ici, et je viens d'une communauté où nous sommes au nombre de 7, et comme toutes les communautés berbites, nous venons de 7 pays différents. La plupart d'entre nous a déjà vécu dans d'autres pays. Donc, un de mes confrères est du Ghana et comme un des intervenants d'aujourd'hui. Et puis, j'ai un autre confrère qui est aussi... Oui, donc j'ai un confrère du Ghana. Alors, quand il va chez lui, sa sœur lui donne des habits pour nous, des habits du Ghana. Nous avons tous des tailles différentes. Parfois, justement, on a des tailles qui... Alors, parfois, ça va, parfois, ça ne va pas. Mais ce que je mets aujourd'hui, c'est un fougou.
Fugu, oui, un fugu. Et c'est ce qu'on utilise pour les fêtes au Ghana, pour fêter. Et une des questions que je me pose est quand mettre un habit comme celui-là? Pas seulement quand il fait froid, donc, mais quand j'ai permis de mettre un habit comme celui-là. Alors, aujourd'hui, mon confrère John du Ghana m'a donné la permission de le mettre aujourd'hui. Mais comme on vit avec différentes cultures, avec des personnes venant de différents endroits, voilà, c'est une des nombreuses questions qui se posent pour moi. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a des tatouages complexes que les indigènes maoris mettent, portent, enfin ont, voilà, se font. Mais ces tatouages sont devenus très populaires pour les Néo-Zélandais aussi, et en Australie. Alors, ces personnes n'ont pas, cependant, le droit de les utiliser. Disons que c'est pas parce que j'aime quelque chose que je peux la mettre. Par exemple, les anti-vax dans ce pays font des présentations avec ces habits et voilà, il y a la communauté maori qui s'est plainte et qui a dit non, vous ne pouvez pas mettre ces habits pour faire des manifestations anti-vax. Alors je ne vais pas faire ça à nos confrères, à nos frères maoris. Alors, cet après-midi, nous avons donc cet atelier pour pouvoir penser à vos histoires. Moi, je vais vous raconter mes histoires pour vous inviter à faire la même chose. Alors, vos histoires interculturelles. La sœur Patty a dit tout à l'heure que ce voyage de la multiculturalité à l'interculturalité Alors, ce parcours de la multiculturalité à l'interculturalité a besoin d'études, d'expériences, de bonnes conversations, de conversations honnêtes, de réflexion et de temps, afin de comprendre les dynamiques culturelles et interculturelles. Il s'agit d'un processus d'apprentissage complexe. Et je voudrais ajouter à cela un aspect très important, c'est-à-dire c'est mon expérience personnelle dans l'interculturalité. Et chacun a une expérience interculturelle, même quand nous étions plus jeunes que ce que nous le sommes. Alors nous chantions dans des chœurs par exemple, ou on faisait du sport dans une équipe, où on avait par exemple un emploi, où nous nous sommes retrouvés avec des personnes différentes de nous. Alors je ne sais pas si nous pouvons rappeler comment étaient ces situations. Le professeur Pandolfi disait que je travaille en tant que physiothérapeute, c'est vrai. Et quand j'ai reçu ma formation, la plupart des physiothérapeutes étaient des femmes. Le premier travail que j'ai eu à l'hôpital, eh bien, il y avait 36 physiothérapeutes, femmes, et il y en avait 3 qui venaient de se diplômer, c'était des hommes. Alors, le reste, c'était que des femmes.
Alors, en tant que femme, en tant qu'homme, nous nous réunissons parfois, pas pour parler de femmes, mais pour parler de comment gérer un milieu qui était essentiellement féminin. Nous avons tous eu des expériences de ce type. Alors, nous pouvons voir dans la littérature que une des caractéristiques principales de l'interculturalité, c'est qu'elle est intentionnelle. Et que, voilà, ces expériences, en fait, ce sont des expériences qui nous sont arrivées. Et quand j'avais 15 ans, mes parents m'ont emmené avec ma sœur en vacances à la mer. Et il y a beaucoup de mer en Australie, comme vous le savez. Alors, mon père venait d'acheter une voiture. Alors, on a guidé, roulé jusqu'à Brisbane, qui était à 1000 km de Sydney. Et là, il y a de très belles plages. Alors, ma famille était dans un petit appartement au premier étage et au rez-de-chaussée, il y avait une femme avec un jeune, donc un fils, qui était sur un fauteuil roulant. Ma mère était une assistante sociale. Alors, ma mère, comme l'aurait fait une autre mère, a insisté pour que ma sœur et moi-même, pour que nous allions donc jouer, après le dîner, jouer avec ce jeune garçon qui était sur un fauteuil roulant. Moi et ma sœur et moi-même, qui étaient plus jeunes que moi, nous n'étions pas enthousiastes de cette idée, mais nous ne voulions pas dire non à notre mère, alors nous sommes descendus à l'étage après le dîner et nous avons rencontré cette femme et son fils. Et nous avons, avec ma sœur, encore de très beaux souvenirs de cette soirée où nous avons fait des jeux avec cette femme et ce jeune qui avait mon âge, en fait, qui avait exactement mon âge. Le lendemain, j'ai vu par la fenêtre que cette femme poussait le fauteuil de son fils vers un parking et puis elle l'a laissé là parce qu'elle devait aller faire des courses, elle devait aller au supermarché. Alors j'étais curieux je voulais mieux connaître ce jeune. Alors j'ai été le voir et j'étais très nerveux, même si je l'avais rencontré la veille. Mais là, nous étions tous les deux et je ne savais pas trop quoi dire. Alors je me suis assis sur le trottoir à côté de lui et il a commencé, lui, la conversation. Et ça a été le début d'une amitié qui a duré toute la vie. Que vous ne le croyez ou pas, là c'est moi avec mon ami Russell. À l'époque, nous avions 22 ans. Je faisais des études de physiothérapie. Et vous voyez que là, j'ai une main, sur son fauteuil. Je ne sais plus qui a pris cette photo, mais alors je faisais ce que les amis font, qui s'entraident. Donc je voulais qu'il soit confortable, en sécurité. Alors j'ai su qu'il n'avait jamais eu un vrai ami sans handicap et moi je n'avais jamais eu un ami avec un handicap.
Alors, j'ai appris des mots pour nous décrire. Donc, comment décrire l'handicap, le non-handicap, voilà, ce sont des termes importants. Par exemple, en anglais, ce sont des peut-être mots difficiles à traduire, mais moi j'étais quelqu'un qui, disons, était doté normal ou avec des capacités différentes, autres. Alors, quand j'ai connu Russell, et il est décédé il y a 15 ans, donc nous sommes restés amis toute la vie, eh bien, en connaissant Russell, j'ai connu un autre monde. Alors, je faisais des études, et donc je cherchais un travail à l'hôpital, et lui, il était plus intelligent que moi, mais il était bien plus limité dans les choix qu'il pouvait faire. Il travaillait dans une petite usine avec des personnes qui avaient aussi des handicaps, des personnes qui avaient des problèmes avec les bras, avec les jambes. Mais bon, il méritait plus. On roulait longtemps dans la voiture quand j'allais le voir. Parfois, comme on buvait beaucoup de bière, comme font les jeunes. Et un jour, il a eu le courage de m'aider. Il a eu le courage de me demander de l'aider pour aller aux toilettes. Et donc, pour moi, ce n'était pas difficile, mais pour lui, oui. Je pensais que oui, ça pouvait être la fin de notre amitié, mais heureusement, ma formation de physiothérapeute aurait pu m'aider, mais bon, ce n'était pas facile parce que bon, nous avons bu encore de la bière et les jours suivants aussi. Nous sommes allés à des concerts de musique et puis des concerts ensemble au resto. Nous avons visité ses amis et ils avaient tous des handicaps. Au travail, c'était la même chose. J'ai même appris que tous ses amis étaient porteurs d'handicap. Donc j'étais le seul qui n'avait pas d'handicap. Alors je me suis rendu compte que, moi au contraire, mes amis étaient tous sans handicap, sauf Russell. Alors petit à petit, je suis rentrée dans son monde. Donc l'interculture, ce n'est pas rester côte à côte, ou l'un à côté de l'autre, mais rentrer dans le monde de l'autre. Donc comme tous les jeunes, nous parlions d'amour, de sexe, et voilà. Et il me disait que j'avais de la chance parce que je pouvais tomber amoureux de quelqu'un, me marier et créer une famille. Ensuite, Russell a rencontré Patricia. Alors que moi, je suis rentrée au séminaire. Donc, la vie est souvent imprévisible. Ensuite, Russell m'a demandé d'aller à son mariage. Heureusement que le noviciat était près de sa ville. J'avais 26 ans, donc on m'a donné la permission d'aller à son mariage. Alors, j'étais le témoin du marié et je devais porter les bagues. Alors, les gens n'ont pas l'habitude de parler de leur relation et de la qualité de leur relation. Mais le fait
qu'il ait demandé, non pas à son meilleur ami que vous voyez sur la photo, mais à moi d'être son témoin, eux ils étaient très très amis, eh bien ça m'a fait penser que j'étais un vrai ami et c'était en fait un sentiment réciproque. Mais on l'a jamais dit de façon explicite. Parce que nous, les hommes, souvent, on ne le fait pas. Quand j'étais ordonné prêtre dans la ville de Sydney, à 1000 km de Brisbane, Russell et Patricia ont fait ces 1000 km pour participer à la cérémonie donc, du sacerdoce, alors avec tous mes amis qui n'étaient pas porteurs d'handicap, des amis de l'école, etc. Alors ça, c'était le voyage le plus long qu'ils avaient fait. Ils sont restés 2 semaines avec moi après mon ordination. Alors je ne vais pas vous raconter tous les détails sur l'ordination, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ils sont venus chez mes amis et la plupart d'entre eux, dans la plupart de ces appartements, mais on ne pouvait pas rentrer à cause du fauteuil roulant. Et c'est là qu'on se rend compte jusqu'à quel point le monde est peu accessible à ces personnes. Russell et Patricia ont eu une petite fille, même s'ils ne l'avaient pas prévu. Elle s'appelle Erin. C'est une très belle photo. Et je n'oublierai jamais comment Russell regardait sa fille. Et quand j'ai regardé Patricia qui changeait la couche de Erin en prenant la couche avec les pieds et en se servant aussi de la bouche. Et puis elle promenait Erin dans la maison en prenant Erin par la bouche, en s'accrochant à la couche. Elle a même des problèmes de dents à cause de cela, mais elle s'en est jamais plainte. À 3 ans, un jour, Erin m'a montré sa nouvelle poupée. Elle m'a demandé de la suivre, ce que j'ai fait. Alors nous sommes allés dans le salon et la poupée était par terre. Mais Erin, qui n'a pas d'handicap, a pris cette poupée, elle me l'a donnée pour que je puisse la regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pris cette poupée avec un pied, en restant en équilibre avec l'autre. Elle m'a passé cette poupée en la prenant avec le pied. C'est ce qu'elle avait appris de sa mère. C'est ça la culture. C'est la culture de chez elle. Donc j'évolue entre 2 mondes. Le monde des personnes sans handicap et le monde des personnes qui ont, disons, voilà, des habilités différentes. J'ai appris à négocier. Et quand je vois tout cela aujourd'hui, à travers les yeux de l'interculturalité, non pas d'un vue théorique, mais d'un point de vue très pratique, eh bien je vois là une expérience d'amour. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'avais un comportement interculturel, je n'en étais pas conscient.
Mais une des caractéristiques de l'interculturalité, que maintenant je connais, était présente en moi déjà. J'étais simplement curieux. J'ai pris des risques, j'ai consacré du temps et j'ai beaucoup pensé à mes interactions avec Russell. Et mes interactions avec Russell et Patricia. Alors qu'eux, ils me faisaient rentrer dans leur vie. Donc je n'étais pas simplement un homme en handicap qui était à côté d'eux. Mais j'étais quelqu'un qui partageait leur vie. Et je pense que c'est un pas important dans l'interculturalité. Donc, je voudrais que vous pensiez donc, aux premières parties de votre vie. Quelles expériences avez-vous eues en entrant dans le monde de l'autre? L'un de mes collègues qui a utilisé le terme disait choisissez donc la manière suivante de décrire ce phénomène: entrer dans le jardin de l'autre. Donc je vous suggère et je vous demande de prendre 5 minutes pour réfléchir sur les expériences que vous avez eues en entrant dans le monde de l'autre. So ideally, in a workshop, Donc si on était dans un petit groupe, on pourrait partager vos histoires individuelles. Évidemment, c'est difficile aujourd'hui, mais c'est un type d'activité que vous pourriez faire dans vos communautés. L'idée est faire en sorte que l'interculturalité devienne quelque chose d'un petit peu plus personnel. C'est quelque part en nous et cela peut naître à l'intérieur de nous. Il y en a qui ont utilisé cette faculté plus que d'autres, et dans nos relations interculturelles, on peut arriver au point, par exemple, qu'a atteint Russell quand ils m'ont demandé de l'aider pour aller aux toilettes. Et il y en a qui auraient pu s'arrêter là. Moi, j'ai continué, ce qui ne veut pas dire que je suis meilleure qu'un autre. Mais nous pouvons entrer dans des espaces qui sont nouveaux pour nous, qui sont risqués, qui sont un challenge.
Ça, c'est l'interculturalité. Et juste en passant, Russell a malheureusement décédé il y a une quinzaine d'années et Trisha s'est remariée. J'étais également témoin à ce deuxième mariage. Trisha a toujours été quelqu'un de très introverti et quand elle a commencé sa relation avec Russell, elle trouvait que c'était très difficile pour elle de parler avec moi et de parler avec quelqu'un qui était ami avec Russell. Mais avec le temps, il m'a accepté et elle a même commencé à m'aimer. Les problèmes que j'ai rencontrés, c'est que j'ai trouvé, oui, que Trisha était introvertie, mais c'est vrai qu'elle avait eu des gens qui toute sa vie, des gens qui faisaient des grands yeux en la regardant. Alors, est-ce qu'elle est introvertie de nature ou est-ce qu'elle est introvertie pour des raisons culturelles? C'est la question que je me pose. Et maintenant, on peut rentrer dans une vie plus contemporaine pour penser à votre présent. Et cette image est peut-être une image de vos communautés, des super-héros peut-être, qui font tous la volonté de Dieu, qui sont parfaits. Mais, voilà, c'est peut-être plus comme votre communauté à vous ou ma communauté à moi. Nous sommes grands et petits, nous sommes noirs ou blancs ou jaunes, nous avons différentes compétences, différentes limites. Certains sont plus forts en s'adonnant à certaines activités, d'autres sont plus valides ou moins valides ou plus enclins à certaines activités plutôt qu'à d'autres. La mère Thérèse a dit quelque chose de très intéressant sur l'interculturalité. Vous pouvez faire ce que je ne peux pas faire. Je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et ensemble, on peut faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. C'est une image d'une femme qui s'appelle Maureen McBride. Elle était la supérieure générale des Sœurs de Notre-Dame des Missions. Après, donc, avoir travaillé pendant 12 ans, malheureusement, elle a décédé dans un accident de voiture. Elle a fait une présentation pendant des ateliers sur l'interculturalité que j'ai guidé à Naomi, près de Rome. Et elle avait des choses intéressantes à dire sur les compétences nécessaires. Et elle avait donc des compétences pour vivre dans ces communautés interculturelles. Mais cette liste de compétences doit être courte. Alors écoutez de manière créative. Comprendre ce qui est nouveau. Modeler, façonner ce qui est possible. La dernière est la meilleure et nous devrions y penser beaucoup plus que ça, se réjouir de nos différences. Nous sommes différents et très souvent nous considérons qu'il s'agit d'un problème. Mais en fait,
Il y a vraiment des raisons de se réjouir, très très souvent. Il est important pour nous tous de penser plus largement à nos différences, non seulement par rapport à l'ethnie, à la nationalité, mais comme Peter l'a déjà dit, aussi par rapport à nos générations, nos personnalités et dans nos communautés, dans notre vie chrétienne, la génération, la personnalité sont particulièrement importantes. For example, of the 6,000 Donc, j'ai pensé aussi aux missionnaires dans le monde. Je pensais à l'Indonésie et la plupart de nos missionnaires qui voyagent dans le monde viennent d'Indonésie. Mais ils sont jeunes. Et donc la communauté qui les reçoit attribue des caractéristiques à ces Indonésiens et les appelle donc des caractéristiques culturelles, en oubliant complètement le fait que, par rapport à ceux qui font ces déclarations, ces Indonésiens ont 40 ans de moins qu'eux. Donc les générations, c'est important aussi. On a dit aussi que les leaders, les formateurs sont appelés à être des personnes qui savent écouter, non seulement pour ceux qui les guident, et l'esprit qui guide. Nous sommes appelés donc à l'écouter dans notre vie chrétienne, car il peut nous donner des indications de la force dans notre vie interculturelle et dans notre mission. C'est quelque chose de Tony Pernia, on l'a mentionné. Et donc, par rapport aux théories de l'interculturalité qui incitent et promeut les personnes à l'interaction entre elles en s'enrichissant réciproquement, en transformant l'individu et la communauté dans son ensemble. Voilà une citation de Pernia. Et donc voilà que dans la dernière partie de mon intervention, je voudrais que vous pensiez donc à votre vie d'aujourd'hui, à quelques-unes de vos expériences. Et je vais vous en raconter deux des miennes en vous donnant un petit peu de temps pour que vous puissiez penser aux vôtres. Alors, on retourne en Australie. Je travaillais avec un conseil provincial sur le thème de l'interculturalité en particulier. Donc le conseiller était la plus jeune, une femme polonaise. Et elle avait 45 ans. Et il y avait une autre femme polonaise de 46 ans. Trois américaines et une d'Australie qui avait dans les 70 ans. Et j'ai donc été frappée par la façon dont les conseillers plus âgés respectaient le rôle de la plus jeune. Elles faisaient preuve vraiment de beaucoup de respect les unes pour les autres. Donc, une des femmes australiennes m'a dit qu'elle avait un problème culturel avec une jeune sœur des Philippines qui s'appelait Léonie. Elles enseignaient,
dans l'école catholique locale. Elles vivaient ensemble et Margaret disait qu'elle aimait beaucoup sa sœur, mais qu'il y avait des différences culturelles qui étaient difficiles pour elle. Elle demandait donc à ce que je l'aide. Elle disait que lorsqu'elle préparait le repas, Margaret ne réussissait pas à reconnaître la nourriture, ne savait pas ce qu'elle était en train de manger. Et quand Léonie prépare préparer la prière du matin, l'autre n'avait jamais entendu la musique et les chansons qui allaient avec. Margaret préparait le dîner et Léonie arrivait avec un autre enseignant juste 2 minutes avant. Et donc, Margaret devait donc très rapidement changer ses programmes au niveau de la nourriture et du repas. Elle pensait donc c'est une jeune femme, elle aime de la nourriture différente, elle est spontanée dans ses relations, elle n'a pas les mêmes règles que moi. Et donc j'ai demandé à Margaret l'âge de Léonie et elle a 36 ans. Margaret avait 74 ans et donc j'ai pensé que ça pouvait être effectivement un problème générationnel ou que l'autre était australienne et l'autre des Philippines. Voilà, c'est ça le problème, c'est un problème culturel. Margaret a dit, mais je n'en suis pas sûre, je ne suis pas sûre si je peux t'aider. Alors j'étais en pause café et après la pause café, elle m'a dit qu'elle avait réfléchi. Qu'elle a 2 sœurs du même âge que Léonie et qui souvent se plaignaient de leur fille, tout comme je me suis plainte de Léonie avec vous. C'est vrai, c'est une jeune femme, moi je suis âgée, j'ai des choses que j'aime qui font partie de ma génération et pour elle c'est la même chose. Et la partie importante de l'histoire, c'est que Margaret a dit « J'ai vraiment de très bonnes relations avec mes nièces. Je les écoute beaucoup et peut-être que je peux utiliser les mêmes techniques avec Léonie. » Et je lui ai dit « Mais oui, pourquoi pas ?» Margaret, aujourd'hui, a un plan, un projet. Avant, elle n'avait aucune idée de comment faire. Maintenant, elle a un projet, un plan d'action. Cela peut fonctionner ou pas, je ne sais pas, mais elle est en mesure d'aller de l'avant. Donc, dans la vie interculturelle, il est important de ne pas considérer seulement la nationalité, l'ethnicité, mais regarder aussi autre chose. Dans ce cas, les différentes générations. Dans une autre histoire, on m'avait demandé donc de faire une visite générale des confrères dans une de nos provinces européennes. J'ai eu la chance d'y rester 3 semaines et j'ai rencontré un jeune confrère vietnamien qui était donc dans cette province espagnole depuis 2 ans. Le premier soir, il m'a demandé donc de l'accompagner à la messe en l'honneur et en hommage de Padre Pio. Et donc on est resté agenouillés pour 1 heure. Il y a eu la messe et il m'a demandé de célébrer la messe. Je l'ai fait avec joie. C'était une manière très traditionnelle, une liturgie très traditionnelle. Le lendemain, le conseiller lui a demandé de me montrer la ville et la beauté de la ville où on était. Donc, on a pris le métro et quand je lui ai posé quelques questions sur lui,
il a parlé de lui, mais comme s'il n'en avait pas très envie. Et il m'a montré la cathédrale. Il m'a demandé si j'avais été à l'intérieur. Et il a dit, voilà, après, ça c'est la banque, ça c'est la Plaza de los Toros. Et puis il m'a amené sur le pont principal. Et là, il y a un petit escalier qui descend vers le fleuve. Et là, à côté du fleuve, avec les sans-abri, et il m'a présenté une dizaine de ces personnes. Il les connaissait par leur nom. Il les connaissait tous, le pasteur chinois, même s'il est vietnamien. Nous avons eu une longue conversation avec ces personnes et finalement j'étais émue par le fait qu'on lui avait demandé de me montrer les beautés de la ville et lui, il m'a montré les pauvres de la ville. Pour lui, cela fait partie des beautés de la ville où il réside. Et j'étais frappée par le fait que, voilà, c'est un jeune homme dans une nouvelle culture. Et il utilise une liturgie très traditionnelle qu'il a appris au séminaire. Et dans son activité pastorale, il est extrêmement progressiste, pourrait-on dire. Ce n'est pas toujours facile de identifier où sont les pauvres dans une ville inconnue. Mais c'est la première chose qu'il a fait en arrivant. Il a peut-être sa propre histoire interculturelle, mais pour moi, encore une fois, c'était un grand enseignement interculturel. Le fait de voir ses frères agissant de la sorte et me rendre compte de tout ce que j'ai encore à faire et que je ne fais pas. Donc je vous demande maintenant de prendre 2 minutes pour réfléchir sur votre présent par rapport à l'interculturalité. Pensez à une ou deux expériences qui sont importantes pour vous et pourquoi elles le sont. So I would love to hear some of your stories, and in a workshop I would undertake that part.
Donc, peut-être que cet exercice, vous allez pouvoir le faire à une autre occasion. Je veux juste encore une fois dire que si nous recherchons avec intention l'interculturalité, elle doit être personnelle. Elle ne doit pas rester dans le cadre des caractéristiques et de théories intéressantes, même si bien sûr la théorie est très importante, mais doit rester personnelle. Et je vous laisse avec cette citation. Nos amis étaient des étrangers. Quelque part, dans un moment particulier, ils sont arrivés de bien loin dans nos vies. Leur arrivée paraissait contingente et accidentelle. Aujourd'hui, on ne saurait imaginer notre vie sans eux. Grazie. Non sono Sor Patrizia Mari. Je ne suis pas Sœur Patricia, je ne suis pas professeur. Alors que j'écoutais Tim, je réfléchissais sur ce qu'il nous a raconté. Il nous a raconté des choses et ces mots nous ont vraiment beaucoup transmis, mais il nous a également raconté le silence. Ou aussi les silences entre une phrase et l'autre de ces réflexions. Je crois que le travail sur l'interculturel et notre travail ces 4 dernières années fait en sorte que nous avons fait beaucoup de rencontres et même l'organisation de cette conférence, ça fait en sorte que nous avons rencontré vraiment beaucoup de personnes, nous les avons connues, nous avons commencé à nous connaître. Et nous a laissé aussi donc des espaces de silence. Notre travail a été traversé par le Covid, la pandémie, et ces silences ont été aussi des silences où l'on réfléchissait beaucoup sur tout ce que nous avons rencontré. Et j'espère que c'est ainsi qu'on va continuer à vivre, donc en nous servant aussi du silence et avoir des moments de silence qui nous permettent ensuite de laisser de l'espace pour faire en sorte que les mots des autres puissent rentrer. Je remercie toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne. Rendez-vous demain matin à 8h30. Per continuare e chiudere la... Pour continuer donc avec nos mots, nos échanges, nos réflexions sur l'interculturalité en tant qu'horizon que nous portons dans notre fort intérieur, mais qui est aussi quelque chose qui peut interagir avec nos parcours de formation, créer des moments interculturels où nous apprenons à être nous-mêmes, quelque chose d'important, quelque chose de riche et enrichissant. Nous vivons tout le temps l'interculturalité, mais nous ne sommes pas toujours conscients. Et aussi réfléchir sur des moments de formation qui puissent nous aider dans nos compétences humaines et pour la construction d'une culture nouvelle. Merci de votre attention. Merci encore à Tim Norton. Je le remercie pour les histoires qu'il nous a racontées. Rendez-vous donc à demain matin à 9h. Demain. Le début, c'est à 9h. Voilà.
Merci. Luego hasta mañana. Merci beaucoup.